Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sur quoi on va se pencher, ce sera sur les personnages au théâtre. On a déjà abordé l'idée de personnages préalablement par le biais de la nouvelle littéraire. Mais aujourd'hui, on va pouvoir voir que le théâtre, en fait, est un peu différent. Notre objectif du cours d'aujourd'hui, c'est de connaître les éléments qui permettent de reconnaître les caractéristiques d'un personnage. Bon, en ce qui a trait au personnage dans le théâtre. Durant une représentation, contrairement à un roman ou à une nouvelle, les caractéristiques du personnage ne sont pas clairement mentionnées. On n'aura pas accès à des descriptions ou à des explications de la part de l'auteur, donc il faut un petit peu que le spectateur se fasse sa propre idée, qu'il lise entre les lignes et qu'il trouve les informations de manière implicite. Les auteurs savent cela. Ils savent justement que le théâtre, c'est quelque chose qui est de la parole, donc on ne peut pas faire simplement des descriptions de personnages. Ils vont donc employer un certain nombre de moyens pour se plier à cette convention-là. Dans un premier temps, le nom des personnages, et des personnages souvent principaux, va avoir une très grande incidence par rapport à leurs caractéristiques, qui ils sont, leurs traits de caractère, mais également sur leurs états d'âme. Les noms des personnages, donc, donnent beaucoup d'informations. Dans la tragédie, par exemple, les noms des personnages sont le plus souvent empruntés à l'histoire ou à la mythologie. On va utiliser des noms de personnages qui ont connu des fins funestes, comme Néron, Richard III, Oedipe ou Hercule. Dans la tragédie, puisque ça se termine à peu près toujours très mal, le fait d'employer des noms de gens qui ont un statut de privilégié a quelque chose qui est à double tranchant. Autant les personnages qui ont un statut privilégié comme cela ont une destinée qui est grandiose, autant leurs malheurs sont équivalents à leur destinée. Dans la comédie, les noms varient en fonction des temps et des modes. La comédie est d'abord et avant tout un genre qui est social. On va donc chercher à caricaturer certains personnages et ça commence même avec leur patronyme, avec leur nom. Des bourgeois, dans les pièces de Molière, vont être nommés avec des noms de famille un petit peu comme ça ici, alors que des servants, on va pouvoir se référer à eux seulement par le biais de leur prénom. Le nom des personnages dans la comédie sert souvent à montrer un trait de personnalité, mais aussi à montrer leur statut social, à quelle classe sociale ils appartiennent, ces personnages-là, et ce qui facilite grandement la compréhension du spectateur. Également, il y a les registres de langue des personnages, donc leur manière de s'exprimer, leur patois, qui donnent des informations par rapport également à leur statut social. Tout comme le nom, l'auteur va jouer des préjugés, va utiliser donc des personnages moins nobles, qui emploient un vocabulaire ou des termes qui sont plus approximatifs ou même des fois vulgaires pour montrer que ces personnages-là appartiennent à une classe populaire. Finalement, les informations des didascalies sur les costumes des personnages aident grandement le metteur en scène à préciser leurs traits de caractère, leur état d'âme, leur statut social. On a ici l'exemple d'Hamlet qui fait la description de ce qu'il porte. On appelle ça ici des didascalies textuelles. Finalement, c'est l'auteur qui donne des instructions au metteur en scène sur la manière dont Hamlet devra être vêtu, c'est-à-dire dans un manteau noir comme l'encre. Tous ces exemples, autant les noms, autant les registres de langue que les costumes, nous permettent de comprendre qu'au théâtre, mais surtout chez les personnages, la forme, le contenant est aussi importante que le fond. Comme on l'a mentionné dans une vidéo précédente, le moteur du texte de théâtre, c'est la parole. L'idée qu'il y a un énonciateur qui va communiquer, qui va parler avec une autre personne, un destinataire, un autre personnage. Ici, cette dynamique-là oblige les personnages à entretenir des relations entre eux. Roméo ne peut seulement exister que si Juliette est également là. Un personnage qui est rusé ne peut pleinement s'émanciper que s'il y a un naïf qu'il peut berner. Un maître ne peut seulement voir le jour que s'il y a un esclave qui est soumis ou qui, au contraire, se révolte. Ainsi, l'existence d'un personnage de théâtre n'existe que dans cette relation-là, ce couple-là, le père, le fils, le roi, le sujet. Par exemple, au début, dans Hamlet, on apprend la mort du roi du Danemark. Mais tout au long de la pièce, le personnage d'Hamlet sera constamment associé à son père qui est décédé.
C'est comme si constamment son ombre planait. Même chose pour Antigone, qui constamment, à travers l'histoire, va toujours être considérée comme la fille d'Œdipe, la sœur d'Ismène, la nièce de Créon et surtout la sœur d'Étéocle. Finalement, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo, on pourra constater que les personnages ont une fonction dans l'œuvre. Voilà, je vous invite à aller compléter à partir de maintenant que vous avez regardé les 3 vidéos, le quiz qui va être disponible dans la description de cette vidéo-ci, en prévision du prochain cours et des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sous peu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.